Mais tout d'abord, merci beaucoup pour toute cette journée, pour toute l'organisation qu'elle requiert, et merci de me donner l'occasion de partager avec vous des pratiques de cours, en fait. Donc, mon exposé est essentiellement pratique, peut-être trop, j'espère que non. Je voudrais vous présenter un type de métacognition qui me semble particulier dans le contexte de la traduction-interprétation. Et donc, c'est une réunion de mes pratiques de cours qui risque peut-être d'être un peu anarchique, donc d'avance toutes mes excuses pour peut-être le caractère trop concret de mes exemples. Donc, le contexte, c'est un cours de grammaire française qui s'adresse à des étudiants francophones, mais des étudiants en traduction-interprétation. Donc, voilà toutes les caractéristiques de cet enseignement. Toutes sont importantes pour expliquer mon propos aujourd'hui, du peu d'heures qui lui sont allouées aux caractéristiques qui entrent ici en tension. Alors, la tension déjà entre langue maternelle et langue étrangère est ce qui me fait dire qu'il y a là une situation propice justement à la métacognition. C'est ce que je voudrais développer ici. Donc, tension certes entre l'aspect normatif, puisqu'il faut mettre à niveau les étudiants qui entrent à l'université d'un point de vue normatif assez brutal, avec la suite du cursus qui est plus théorique et réflexive et qui est aussi contrastive puisqu'on est dans un contexte de traduction. Autrement dit, normes vis-à-vis de la théorie, de la réflexion. Et alors, la difficulté, la cerise sur le gâteau, c'est que je dois procéder à cette remise à niveau normative, en fait, avant qu'une réelle remise en place terminologique ait pu avoir lieu. Donc, il faut que je trouve des moyens efficaces de parvenir à mes buts. Il faut préparer le niveau contrastif et traductif. Et mon public a nettement plus d'intérêt pour les langues étrangères que pour la langue maternelle. C'est normal, ils font des études de traduction, ils sont attirés par ces langues étrangères et donc, a priori, le français les ennuie un petit peu. Ce public présente une autre difficulté, c'est qu'ils arrivent avec des niveaux très, très, très inégaux, donc des connaissances allant de minimes à des connaissances poussées et en pratique de la langue et en connaissances théoriques. Comment faire pour ne pas ennuyer une partie du public ou ne pas perdre l'autre? Mon objectif est donc ici de constituer la langue maternelle comme un objet de connaissance, puisqu'on étudie la langue maternelle, tout en gardant l'intérêt de mes étudiants et en ayant des bénéfices à la fois normatifs, théoriques et pratiques. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que j'essaye de faire ça grâce à de la réflexivité et de la métacognition qui sont permises toutes les deux par le passage par les langues étrangères. Alors, la première façon de passer par la langue étrangère, avant de passer par la langue étrangère elle-même, c'est d'adopter le point de vue de l'allophone. Et j'ai besoin de ce point de vue de l'allophone pour éviter les réactions de mes étudiants qui disent « mais cette règle-là, je la sens » ou « l'accord du participe passé, je le fais au feeling ». Tout le monde sait que le participe passé, malheureusement, ne se fait pas au feeling en français. Et donc, j'essaye d'amener les étudiants à une meilleure réflexion. Je prends l'exemple de l'accord de quelqu'un. La plupart de mes étudiants savent écrire quelqu'un en un mot ou deux mots, savent l'accorder, et quand je demande des justifications, ils me disent « je le sens », et donc je n'arrive pas à obtenir une règle. Heureusement, j'ai des étudiants Erasmus dans mon amphi, et donc je leur demande d'expliquer leurs compétences aux étudiants Erasmus. Et cette perspective étrangère fait qu'on arrive petit à petit à se dire, tiens, la forme est souvent soudée, mais dans ce cas-là pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'est pas? Tiens, peut-être c'est parce qu'il y a un accord. Et cette réflexion m'a fait penser que plutôt que de me borner au point de vue allophone, je pouvais aussi carrément passer dans la langue étrangère pour arriver à mes fins dans certains cas. Donc, ce passage du point de vue allophone me permet déjà une objectivation de choses qui sont connues dans la langue maternelle et me permet de faire opérer des prises de conscience. Donc, on se rapproche évidemment de la thématique de la métacognition. Même exemple pour don, certains étudiants produisent des phrases qui sont syntaxiquement incorrectes, mais expliquer la faute est très compliqué. Donc, le patron dont le ministre s'est adressé aux employés, s'il s'agit bien des employés du patron, c'est une phrase incorrecte. Alors, cette production incorrecte se fait, je vais revenir à ça, à côté
d'une évaluation qui est correcte. Si je soumets plusieurs phrases à mes étudiants, ils arrivent à voir les phrases correctes et les phrases non correctes. Et donc, ils prennent conscience qu'ils ont une bonne connaissance, en fait, une connaissance assez poussée de cette construction, mais qui n'arrive pas à la formuler. De nouveau, perspective allophone, comment expliquer quelles sont les bonnes formules et les mauvaises à un étudiant étranger, pardon, on arrive à mettre en évidence quand même un processus assez complexe. Les bonnes formulations de don ici sont valables parce que le don détermine un complément direct, mais au sens historique du terme, c'est-à-dire un complément qui n'est pas introduit par une préposition. Donc là, on a un processus relativement complexe et la métacognition, ici en tout cas le retour réflexif, qui se fait par l'excentration du point de vue allophone, permet de valoriser quand même une compétence intuitive qui est déjà complexe et qui est déjà acquise et va servir après d'amorce pour produire des énoncés qui sont plus corrects. Au passage, je me rends compte que la compétence de la langue maternelle, prendre conscience qu'on est bon dans la langue maternelle et apprendre à expliquer une compétence complexe qu'on a, peut se redoubler de la compréhension de ce qu'on peut appeler la faute. Si je donne cours sur l'accord du verbe, par exemple, un espèce d'idiot était assis en face de moi, il faut expliquer pourquoi assis, la forme masculine, est bonne, mais la faute un espèce au lieu de une espèce est tout à fait révélatrice du phénomène linguistique qui est à l'œuvre ici. Donc, expliquer à un étudiant qu'un énoncé fautif est en fait le reflet d'une compétence linguistique relativement intéressante dans l'accord du verbe, c'est valoriser la faute, c'est valoriser la réflexion sur la faute entre guillemets, hein, puisqu'il y a des fautes de plusieurs niveaux, mais je suis dans le cadre d'un enseignement normatif assez dur, puisque non seulement mes étudiants doivent réfléchir sur ce qu'ils font, mais ils doivent sortir comme des traducteurs sans défaut, c'est-à-dire qui respectent toutes les normes de la langue, y compris celles qui sont les plus arbitraires. Donc ça, c'est un tout petit détail sur la faute qui reviendra par la suite. Je passe les choses inutiles pour donc continuer ce que j'avais annoncé. Le point de vue par les langues étrangères ne se fait pas seulement par le point de vue allophone, mais par la langue étrangère elle-même. Par exemple, mes étudiants arrivent souvent en me disant « impossible de mettre un conditionnel ou un futur après si ». Et ils ont raison, on ne dit pas si j'aurais su, on dit bien sûr si j'avais su, mais il y a quand même des cas en français où on peut utiliser le conditionnel ou le futur après si, et j'observe un gros blocage. Donc là, quand la règle est acquise, il n'y a plus moyen de revenir dessus. Et je suis, avec mes malheureuses 15 heures de grammaire, face au problème de répondre rapidement à ce type de difficulté. Il se fait que le problème s'est posé ponctuellement pour moi alors que je m'adressais au groupe des néerlandophones, enfin des étudiants qui étudient le néerlandais, groupe qui en fait, enfin tous les étudiants ont presque fait du néerlandais dans leur cursus scolaire, et donc c'est un passage, voilà, tout à coup je me suis dit mais pourquoi ne pas traduire en néerlandais mes différents si pour mieux faire comprendre que le si est polyvalent en français. Et c'est à partir de cette pratique qui est tout à fait spontanée que je me suis mise à passer plus systématiquement dans les langues étrangères. Donc ici, on voit 3 valeurs de si différents qui correspondent à 3 mots différents en néerlandais. Je n'ai eu qu'à montrer ça à mon groupe, ça m'a pris 1 minute et la question était réglée. Donc, le passage par la langue étrangère qui est motivé par le manque de repères théoriques de mes étudiants ou terminologiques, en tout cas au premier quadri de la première année, la visée pratique et le gain de temps que j'ai besoin de réaliser me poussent à passer par la langue étrangère. Et donc, l'effet permet d'objectiver les choses qu'on sait sans le savoir en français, en fait, tout en mobilisant des connaissances qui sont déjà acquises en langue étrangère par les étudiants. Toujours dans la même mot, puisque je donne cours d'abord des grands accords en français, il est évidemment très important d'identifier le sujet et le complément du verbe avant toute chose. Et je me rends compte que quand je m'adresse à mon public très hétérogène, si je leur recommande d'utiliser des phrases du type qui est-ce qui plus le verbe ou qui est-ce que plus sujet verbe pour trouver les différents compléments, je me heurte aussi à une résistance. J'ennuie les étudiants qui sont assez aguerris et en fait, les autres ne sont pas vraiment convaincus qu'une phrase va fonctionner. Là aussi,
Donc, ce type de phrase est mal analysé. Le qui et le que sont bien pratiqués par mes étudiants, mais mal analysés. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas passer par les parallèles russes et allemands que j'ai sous la main, puisque mes étudiants étudient ces langues. Et c'est magique. Si je cite à mes étudiants russes katorve ou katori au lieu de qui, de que ou qui, tout à coup la lumière se fait. Idem pour mes étudiants allemands. Et je fais l'économie évidemment d'une longue explication. Ceci permet donc une prise de conscience théorique qui a plus de chances de passer que d'annoncer à mes étudiants de but en blanc que le français conserve encore certaines déclinaisons, un qui serait nominatif et un que qui serait accusatif, aucun intérêt à aller si loin. Mais le fait de passer par la comparaison fait qu'ils comprennent mieux l'efficacité des questions et que même les étudiants qui ne faisaient pas de russe mais qui ont assisté à ma petite démonstration se mettent à utiliser ma question qui est-ce qui ou qui est-ce que. J'ai donc un gain pratique et je pense un gain pédagogique puisque les étudiants qui étaient plus aguerris tout à coup se sont moins ennuyés parce que finalement, même si on le sait de façon intuitive, on ne se rend pas compte que nous avons des restes de déclinaisons en français. Autrement dit, de nouveau, un retour réflexif permet de fixer les choses et apporte des gains à la fois théoriques et pratiques. Alors, à partir de ces expériences un petit peu spontanées, je me suis demandé si je pouvais construire d'autres détours par les langues étrangères et j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai encore le temps de faire un mini-exemple. Encore 5 minutes. 5 minutes, je me dépêche. Ah. Voilà, par exemple, le traitement du C, c'est dit et du G dans la conjugaison. Donc, j'ai vraiment des étudiants très, très différents en niveau et ils font des fautes parfois très, très étonnantes quand on revoit la conjugaison. Je pense que ce n'est pas le reflet d'un problème de niveau ou de capacité, mais on entre à l'université, ils sont sans doute un peu noyés de matières diverses et on voit dans les fautes que je crois hyper correctes ici, peut-être le sentiment que toutes ces règles sont arbitraires. Et donc, quand on écrit vous Percy avec CCD, j'ai l'impression que mon étudiant me dit allez, je vais lui mettre une CD, comme ça elle sera contente. Et donc, on voit que la règle ici ne correspond à rien de perçu, rien de concret. La règle est ressentie certainement comme arbitraire. Ce qui m'est venu là, c'était des parallèles évidemment avec des langues qui font la différence sonore entre les voyelles d'avant et les voyelles d'arrière. Et donc, et on en a plein. Hein. Donc, si on prend le morphème, le graphème C en italien ou en espagnol, ils sont de toute façon tout à fait prononcés différemment selon la voyelle qui suit. Même chose en russe, je prends un exemple au hasard, ou en allemand, même si là le contexte vocalique précède le graphème. Et donc si je lis, je ne sais pas, Kantar ou Chita ou Yesli par rapport à Moloko, ou Nar par rapport à Mich, c'est très clair pour les étudiants qu'il y a des voyelles d'avant et des voyelles d'arrière. Donc je n'ai pas besoin de donner un cours de phonétique, ni de phonétique historique d'ailleurs. Il y a une prise de conscience, un lien déjà expérimenté chez les étudiants qui permet de savoir tout de suite quelles sont les voyelles qui vont agir sur la prononciation du C ou du G. Donc certes, d'un point de vue scientifique, on peut critiquer, hein, c'est pas très clair, je mélange de la phonétique, de la phonologie, des problèmes graphiques sans expliquer tout le détail, mais je me rends compte que le fait d'utiliser des compétences déjà ancrées chez les étudiants permet que cette règle ne soit plus arbitraire et de nouveau apporte une série de gains. Donc à la fois théorique, application, et puis me permet d'ouvrir vers des considérations beaucoup plus générales. Euh, J'en fais encore un mini, et puis je conclus. Même chose, des formes aberrantes qui apparaissent dans la conjugaison, même chez des étudiants avancés. Si on montre l'origine historique du futur français, on peut reconstruire le futur et montrer que ces formes sont aberrantes. Alors, est-ce que c'est utile de faire un tel détour? Il est exploitable, c'est pour ça que je le fais, et il suscite des prises de conscience à différents niveaux. Donc, dans un premier temps, savoir que l'infinitif vient du verbe avoir plus l'infinitif, du style j'ai à conclure, et d'ailleurs c'est d'actualité, j'ai à conclure, ça permet aussi de comprendre
de prendre conscience de la parenté de l'infinitif et du futur que chaque locuteur francophone connaît. Donc c'est un intérêt morphologique, mais il y a un intérêt sémantique aussi. Ça vous permet de comprendre, j'ai à conclure, c'est je dois conclure, le lien entre la valeur modale et le futur qui est tout à fait présente en français et que chaque locuteur francophone connaît. Ça permet aussi de se rendre compte que dans d'autres langues indo-européennes pratiquées par mes étudiants, notamment l'anglais, on a le calque exact de j'ai à conclure. I have to, c'est la même chose que cantar et habeo. Et donc, on fait des liens avec des connaissances déjà bien en place et on prend conscience de parallèles qui sont épars. Alors, je vais conclure donc. Je passe très rapidement sur tout ce que je ne vous raconterai pas. Voilà. La même chose pour les verbes irréguliers, où on faisait un beau détour par l'indo-européen. La même chose pour l'accord du participe passé, qui permet, si on le remet bien dans le contexte, de faire le lien entre 10 000 choses qu'on sait des différentes langues indo-européennes et qui explique pourquoi le participe passé est tellement compliqué en français. Donc, c'est donner un cadre qui permet de prendre conscience de choses qu'on sait sans le savoir, si dit rapidement. Toutes mes excuses pour cette course. Voilà, il y avait 100 000 diapositives. Hop, hop, hop. Oh là 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 là. Voilà, donc, par exemple, le participe passé, au départ d'un point de vue historique commun, fait réagir toutes les langues indo-européennes de façon différente. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend que chaque langue développe sa technique pour jongler avec les formes qui sont fabriquées d'un auxiliaire et d'un participe. Le français n'a pas choisi la plus facile, mais le cadre permet de replacer ce qu'on sait déjà et aussi de préparer des difficultés qui seront celles de la traduction, notamment dans les traductions du temps et de l'aspect de toutes ces formes. Ça laisse tomber, voilà. Voilà, vous ne ferez pas de danois aujourd'hui. Et je conclus donc en récapitulant le peu que j'ai vu, c'est-à-dire le tout début, je pense, de cette récapitulation. Nous sommes arrivés jusqu'à la formation du futur. Hein. Il y avait encore les verbes irréguliers, le participe passé, les verbes pronominaux. Et donc, je pense que la métacognition, quand on enseigne la langue maternelle, c'est une métacognition spécifique, puisque la langue maternelle du sujet devient l'objet. C'est-à-dire que quelque chose de tout à fait intime au sujet et en partie inconscient va devenir l'objet explicite de la connaissance. C'est une façon de dire que le sujet lui-même devient un petit peu objet, en tout cas qu'il se connaît comme locuteur. Ce qui corse l'affaire, c'est évidemment qu'en plus la langue maternelle est l'outil de connaissance qu'on va utiliser et elle va en même temps devenir l'objet de cette connaissance. Ça, c'est un point de vue très général. Les parallèles que je fais sont scientifiquement peu fondés, c'est-à-dire que je vais faire des liens parfois très lâches entre les langues indo-européennes ou entre des différents processus linguistiques. Donc, du point de vue scientifique, on peut les reprocher, mais activer la métacognition de cette façon-là atteint des objectifs pédagogiques, pour moi manifestes, et notamment par la réflexivité. C'est tout à fait adapté. Donc, le fait de construire la langue maternelle comme objet d'étude, je ne sais plus ce que je voulais me dire. Ah oui, oui, c'est une prise de conscience de compétences déjà impliquées. C'est à la fois distinguer ce qu'on sait déjà faire en langue maternelle et ce qu'on fait quand on fait des fautes. Bonjour. Pardon. Et c'est activer des liens plus ou moins lâches. J'ai vu, merci à toi, j'allais t'envoyer un mail. Des liens plus ou moins lâches et entre des mots épars dans les langues étrangères, ici dans un registre, dans un contexte indo-européen. Donc, en bleu, j'ai mis les gains qui me semblent rattachables à la métacognition. Le fait de décentrer l'attention en passant par les langues étrangères fait qu'on peut revenir vers sa langue maternelle en l'objectivant. Susciter la réflexivité et la réflexion méta, bien sûr, et la reconstruction d'un objet théorique, tout ça, c'est pour moi l'apanage de la métacognition. Les gains qui viennent de ça sont à la fois pratiques, l'étude de la norme
en très peu de temps, et l'ouverture vers l'étude contrastive qui sera dans la suite du cursus de mes étudiants. Et l'avantage pédagogique, c'est de ne pas ennuyer les étudiants plus aguerris et en même temps de rendre moins arbitraires les règles adressées à ceux qui ne s'en sortent pas encore en grammaire. Oui, ça je pense que par rapport à ce que je disais à l'introduction, j'ai répondu à différents objectifs. Et peut-être voilà, une remarque tout à fait anecdotique et marginale pour conclure. Je crois qu'on peut réinterroger cette métacognition comme une façon de revoir la maïeutique. Donc ici, la maïeutique, c'est prendre conscience de choses qu'on sait déjà. Ce sont les deux premiers points. Et accessoirement, mais dans mon cas personnel, c'est emmener les étudiants sur un terrain que moi, je ne maîtrise pas, ou en tout cas pas aussi bien qu'eux. Et je pense que ça joue un rôle intéressant par rapport justement à côtoyer une certaine insécurité. Et je pense que c'est aussi la mission de l'enseignement supérieur, c'est mener l'étudiant le plus loin possible au moment où il va faire lui-même ses armes et ne plus compter sur l'enseignant pour lui dire quelle est la bonne réponse. Parce que c'est quand même souvent la question, c'est quelle est la bonne réponse, alors que parfois il n'y a pas de bonne réponse. Voilà.